Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Conte 13, le secret de l'ancienne musique. Monsieur Richard Wagner. C'était jour d'audition à l'Académie nationale de musique. La mise à l'étude d'un ouvrage dû à certains compositeurs allemands, dont le nom désormais oublié nous échappe heureusement, venait d'être décidée en haut lieu, et ce maître étranger, s'il fallait ajouter créance à divers mémoranda publiés par la Revue des Deux Mondes, n'était rien moins que le fauteur d'une musique nouvelle. Les exécutants de l'opéra ne se trouvaient donc rassemblés aujourd'hui que dans le but de tirer, comme on dit, la chose au clair, en déchiffrant la partition du présomptueux novateur. La minute était grave. Le directeur apparut sur le théâtre et vint remettre au chef d'orchestre la volumineuse partition en litige. Celui-ci l'ouvrit, y jeta les yeux, tressaillit et déclara que l'ouvrage lui paraissait inexécutable à l'Académie de musique de Paris. « Expliquez-vous, dit le directeur. »« Messieurs, reprit le chef d'orchestre, la France ne saurait prendre sur elle de tronquer par une exécution défectueuse la pensée d'un compositeur à quelque nation qu'il appartienne. Or, dans les parties d'orchestre spécifiées par l'auteur, figure un instrument militaire aujourd'hui tombé en désuétude et qui n'a plus de représentant parmi nous. Cet instrument qui fit les délices de nos pères avait nom, jadis, le chapeau chinois. Je conclus que la disparition radicale du chapeau chinois en France nous oblige à décliner, quoique à regret, l'honneur de cette interprétation. Ce discours avait plongé l'auditoire dans cet état que les physiologistes appellent l'état comateux, le chapeau chinois. Les plus anciens se souvenaient à peine de l'avoir entendu dans leur enfance, mais il leur eût été difficile aujourd'hui de préciser même sa forme. Tout à coup une voix articula ces paroles inespérées. « Permettez, je crois que j'en connais un. » Toutes les têtes se retournèrent. Le chef d'orchestre se dressa d'un bond. « Qui a parlé ? » ?»« Moi, les cymbales, » répondit la voix. L'instant d'après, les cymbales étaient sur la scène entourées, adulées et pressées de vives interrogations. « Oui, continuait-elle, je connais un vieux professeur de chapeau chinois, passé maître en son art, et je sais qu'il existe encore. » Ce ne fut qu'un cri. Les cymbales apparurent comme un sauveur. Le chef d'orchestre embrassa son jeune séide, car les cymbales étaient jeunes encore. Les trombones attendris l'encourageaient de leur sourire. Une contrebasse lui détacha un coup d'œil envieux. La caisse se frottait les mains. « Il ira loin !» grommelait-elle. Bref, en cet instant rapide, les cymbales connurent la gloire. Séance tenante, une députation qu'elles précédèrent sortit de l'opéra, se dirigeant vers les Batignolles, dans les profondeurs desquelles devait s'être retiré, loin du bruit, l'austère virtuose. On arriva. S'enquérir du vieillard, gravir ses 9 étages, se suspendre à la patte pelée de sa sonnette et attendre en soufflant sur le palier fut pour nos ambassadeurs l'affaire d'une seconde. Soudain, tous se découvrirent, un homme d'aspect vénérable, au visage entouré de cheveux argentés qui tombaient en longues boucles sur ses épaules, une tête à la Béranger, un personnage de romance se tenait debout sur le seuil et paraissait convier les visiteurs à pénétrer dans son sanctuaire. C'était lui, l'on entra. La croisée, encadrée de plantes grimpantes, était ouverte sur le ciel, en ce moment empourpré des merveilles du couchant. Les sièges étaient rares, la couchette du professeur remplaça, pour les délégués de l'opéra, ces ottomanes, ces poufs qui, chez les musiciens modernes, abondent, hélas, trop souvent. Dans les angles s'ébauchaient de vieux chapeaux chinois, çà et là gisaient plusieurs albums dont les titres commandaient l'attention. C'était d'abord Un premier amour, mélodie pour chapeau chinois seul, suivie de variations brillantes sur le choral de Luther, concerto pour 3 chapeaux chinois, puis septuor de chapeaux chinois, grand unisson intitulé Le calme, puis une œuvre de jeunesse, un peu entachée de romantisme,
danse nocturne de jeunes moresques dans la campagne de Grenade, au plus fort de l'Inquisition, grand boléro pour chapeau chinois, enfin l'œuvre capitale du maître, le soir d'un beau jour, ouverture pour 150 chapeaux chinois. Les cymbales, très émus, prirent la parole au nom de l'Académie nationale de musique. « Ah, dit avec amertume le vieux maître, on se souvient de moi maintenant? Je devrais. Mon pays avant tout, messieurs, j'irai. » Le trombone ayant insinué que la partie à jouer paraissait difficile. « Il n'importe, dit le professeur en les tranquillisant d'un sourire. Et, leur tendant ses mains pâles, romput aux difficultés d'un instrument ingrat. À demain, messieurs, 8 heures à l'opéra. Le lendemain, dans les couloirs, dans les galeries, dans le trou du souffleur inquiet, ce fut un émoi terrible, la nouvelle s'était répandue. Tous les musiciens, assis devant leur pupitre, attendaient, l'arme au poing. La partition de la musique nouvelle n'était plus maintenant que d'un intérêt secondaire. Tout à coup, la porte basse donna passage à l'homme d'autrefois. 8 heures sonnaient. L'aspect de ce représentant de l'ancienne musique, tous se levèrent, lui rendant hommage comme une sorte de postérité. Le patriarche portait sous son bras, couché dans un humble fourreau de serge, l'instrument des temps passés qui prenait de la sorte les proportions d'un symbole. Traversant les intervalles des pupitres et trouvant, sans hésiter, son chemin, il alla s'asseoir sur sa chaise de jadis, à la gauche de la caisse. Ayant assuré un bonnet de lustrine noire sur sa tête et un abat-jour vert sur ses yeux, il démaillota le chapeau chinois et l'ouverture commença. Mais, aux premières mesures et dès le premier coup d'œil jeté sur sa partie, la sérénité du vieux virtuose parut s'assombrir. Une sueur d'angoisse perla bientôt sur son front. Il se pencha, comme pour mieux lire, et les sourcils contractés, les yeux rivés au manuscrit qu'il feuilleta fiévreusement, à peine respirait-il. Ce que lisait le vieillard était donc bien extraordinaire, pour qu'il se troublât de la sorte. En effet, le maître allemand, par une jalousie tudesque, s'était complu, avec une âpreté germaine, une malignité rancunière, à hérisser la partie du chapeau chinois de difficultés presque insurmontables. Elle s'y succédait, pressée, ingénieuse, soudaine. C'était un défi, qu'on juge, cette partie ne se composait exclusivement que de silence. Or, même pour les personnes qui ne sont pas du métier, qu'y a-t-il de plus difficile à exécuter que le silence pour le chapeau chinois? Et c'était un crescendo de silence que devait exécuter le vieil artiste. Il se roidit à cette vue. Un mouvement fiévreux lui échappa, mais rien, dans son instrument, ne trahit les sentiments qui l'agitaient. Pas une clochette ne remua, pas un grelot, pas un fifrelin ne bougea. On sentait qu'il le possédait à fond. C'était bien un maître, lui aussi. Il joua, sans broncher, avec une maîtrise, une sûreté, un brio qui frappèrent d'admiration tout l'orchestre. Son exécution, toujours sobre mais pleine de nuances, était d'un style si châtié, d'un rendu si pur, que, chose étrange, il semblait par moments qu'on l'entendait. Les bravos allaient éclater de toutes parts quand une fureur inspirée s'alluma dans l'âme classique du vieux virtuose. Les yeux pleins d'éclairs et agitant avec fracas son instrument vengeur qui sembla comme un démon suspendu sur l'orchestre. « Messieurs, vociféra le digne professeur, j'y renonce, je n'y comprends rien. On n'écrit pas une ouverture pour un solo. Je ne puis pas jouer, c'est trop difficile. Je proteste au nom de monsieur Clapisson. Il n'y a pas de mélodie là-dedans. C'est du charivari. L'art est perdu. Nous tombons dans le vide. » Et, foudroyé par son propre transport, il trébucha. Dans sa chute, il creva la grosse caisse et y disparut, comme s'évanouit une vision. Hélas! Il emportait, en s'engouffrant ainsi dans les flancs profonds du monstre, le secret des charmes de l'ancienne musique. Conte 25. Le traitement du docteur Tristan. Monsieur Jules de Breyer, Filii Domini putas ne vivt ossa ista,
Isaïe. Hurrah! C'en est fait, en joie, forever, le progrès nous emporte en son torrent. Lancé comme nous le sommes, tout temps d'arrêt serait un véritable suicide. Victoire, victoire! La vitesse de notre entraînement prend des proportions de brouillard tellement admirables que c'est à peine si nous avons le loisir de distinguer autre chose que l'extrémité de notre propre nez. Pour échapper à l'horrible hypnotisme qui pourrait s'en ensuivre, avons-nous d'autres ressources que celle de fermer définitivement les yeux? Non, pas d'autres. Abaissons donc les paupières et laissons-nous aller. Que de découvertes, que d'inventions, butireuses pour tous. L'humanité devient, entre deux déluges, un fait positivement divin. Récapitulons. Pyrmille poudre de riz noir pour éclaircir le teint des nègres marrons. Deux vigots réflecteurs du docteur Grave qui vont, dès demain, couvrir d'affiches le vaste mur du ciel nocturne. 3D rotoiles d'araignées artificielles pour chapeaux de savants. 4 machines à gloire de l'illustre Bathybius Bottom, le parfait baron moderne. 5 lèvres nouvelles, machine électro-humaine, presque une bête, offrant le clichage du premier amour, par l'étonnant Thomas Alva Edison, l'ingénieur américain, le papa du phonographe. Mais, chut! Voici du nouveau, voici encore du nouveau, toujours! Cette fois, c'est la médecine qui va nous éblouir. Écoutons. Un stupéfiant praticien, le docteur T. Chavassus, vient de trouver un traitement radical des bruits, bourdonnements et tous autres troubles du canal auditif. Il guérit jusqu'aux personnes qui entendent de travers, maladie devenue contagieuse de nos jours. Chavassus, enfin, possédant à fond la connaissance de tous les tambours de l'ouïe humaine, s'adresse d'une façon intellectuelle à ces gens nerveux qui sentent trop vite, comme on dit, la puce à l'oreille. Il calme les démangeaisons que, par exemple, la sensation des outrages éveille encore derrière l'appendice auriculaire de certains humains en retard et demeurés trop susceptibles. Mais son triomphe, sa spécialité, c'est la cure des personnes qui entendent des voix, soit les Jeanne d'Arc par exemple. C'est là son titre principal, l'estime publique. Le traitement du docteur Chavassus est tout rationnel. Sa devise est « tout pour le bon sens et par le bon sens ». Plus d'inspiration héroïque à craindre avec lui. Ce prince du savoir empêcherait un malade de distinguer jusqu'à la voix de sa conscience, au besoin. Et il garantit à forfait que toute Jeanne d'Arc, au sortir de ses mains éclairées, n'entendra plus aucune espèce de voix, pas même la sienne, et que les tambours des oreilles seront, chez elle, aussi voilés que tout tambour sérieux et rationnel doit l'être aujourd'hui. Plus de ces entraînements irréfléchis, dus, par exemple, à l'excitation que les vieux chants d'une patrie éveillent maladivement dans le cœur de quelques derniers enthousiastes. Plus d'enfantillage, ne craignons plus de reconquérir des provinces à l'étourdie, le docteur est là. Seriez-vous tourmenté par quelques lointains appels des sirènes de la gloire? Chavassus vous fera passer ces bourdonnements d'oreilles. Entendez-vous des accents sublimes dans le silence, comme si l'âme de votre pays vous parlait? Éprouvez-vous des sursauts d'honneur révoltés lorsque le sentiment du courage vaincu et de l'indomptable espoir des grands lendemains s'allume en votre cœur et fait rougir le lobe de vos oreilles? Vite, vite chez le docteur, il vous ôtera ces démangeaisons-là. Ces consultations sont de 2 à 4. Et quel homme affable, charmant, irrésistible! Vous pénétrez dans son cabinet, pièce décorée avec cette ornementation sévère qui convient à la science. Pour tout objet de luxe, vous apercevez une botte d'oignon appendue au-dessous d'un buste d'Hippocrate pour indiquer aux personnes sentimentales qu'elles pourront se procurer, au besoin, des larmes de gratitude après succès. Chavassus vous indique un fauteuil scellé dans le parquet. À peine y êtes-vous commodément installé que de brusques crampons, pareils à des griffes de tigre, paralysent à l'instant même, chez vous, le plus léger mouvement. Le docteur, alors, vous regarde pendant quelque temps, bien en face, en haussant les sourcils, en poussant sa joue avec sa langue et un cure-dent à la main, vous témoignant, ainsi, du violent intérêt que vous lui inspirez.
Avez-vous eu souvent l'oreille basse dans la vie vous demande-t-il. Mais, comme tout le monde aujourd'hui, répondez-vous gaiement, souvent de fois pour me distraire. Espérez en ce cas, reprend le docteur. Ce sont des échos, mon ami, ce ne sont pas des voix que vous avez entendues. Et soudain, se précipitant sur votre oreille, il y colle sa bouche. Puis, avec une intonation d'abord lente et basse, mais qui ne tarde pas à s'enfler comme le rugissement de la foudre, il y articule ce seul mot « humanité ». Les yeux sur son chronomètre, il en arrive, après 20 minutes, à le prononcer 17 fois par seconde, sans en confondre les syllabes, résultat conquis par bien des veilles, fruit de nombreux et périlleux exercices. Il répète donc ce mot de cette manière surprenante en votre dite oreille, non point que ce vocable représente à son esprit un sens quelconque. Au contraire, il ne s'en sert personnellement que comme certains chanteurs se servaient, tous les matins, du mot Carcassonne, pour se nettoyer le gosier, et voilà tout. Mais il lui attribue des vertus magiques, et il prétend que, lorsqu'il a bien endormi, châtré et englué le cervelet d'un malade avec ce mot-là, la guérison est aux 3/4 obtenue. Cela fait, il passe à l'autre oreille et y susurre, avec les inflexions d'une tyrolienne, environ 90 queues de mots de sa confection. Ces queues de mots jouent sur les désinences de certains termes aujourd'hui démodés et dont il est presque impossible de retrouver la signification, par exemple de mots tels que générosité, foi, désintéressement, âme immortelle, etc., et autres expressions fantastiques. La fin. Vous l'écoutez en remuant doucement la tête de haut en bas. Vous souriez, dans une sorte d'extase. Au bout d'une demi-heure, le vase de votre entendement étant rempli de la sorte, il devient nécessaire de le boucher, n'est-il pas vrai? De peur que son précieux contenu ne s'évente. Chavassus, donc, aux approches du moment qu'il juge psychologique, vous introduit dans les oreilles 2 fils d'induction tout particulièrement enduits, préparés et saturés d'un fluide positif dont il a le secret. Chut, ne bougeons plus. Il touche l'interrupteur d'une pile voisine. L'étincelle part dans votre oreille. 30 000 cymbales résonnent sous votre crâne. Les crampons et le fauteuil retiennent le bond terrible dont vous savourez intérieurement l'élan contenu. Eh bien, quoi, ne cesse de vous répéter en souriant le docteur. Seconde étincelle, crac. Cela suffit. Victoire. Le tympan est crevé, c'est-à-dire ce point mystérieux, ce point malade, ce point inquiétant qui, dans le tympan de votre misérable oreille, apportait à votre esprit ces bourdonnements de gloire, d'honneur et de courage. Vous êtes sauvé, vous n'entendez plus rien, miracle. L'abstraction et la queue de mots couvrent en vous tous cris de colère devant le vieil idéal assassiné. L'amour exclusif de votre santé et de vos aises vous inspire un mépris éclairé de toutes les offenses. Vous voici désormais à l'épreuve de 10 000 claques. Enfin, vous respirez. Chavassus vous délivre une pichenette sur le nez en signe de guérison. Vous vous levez, vous êtes libre. Si vous appréhendez quelque puéril regain de dignité, si, en un mot, vous doutez encore, le docteur Tristan, tout en mâchonnant son cure-dent, détache à la chute de vos lombes un fort coup de pied que vous recevez d'un cœur débordant de gratitude et en regardant la botte d'oignon. Vous voilà rassuré. Vous partez après l'avoir couvert d'or. Vous sortez de chez lui, frais, dispos, leste, en ce bel habit noir, vulgo sifflet, alia queue de pie, avec lequel vous portez si divinement le deuil des mots que vous avez tués. Les mains dans les poches au gai soleil, la mine entendue, l'œil fin, l'esprit bien délivré de toutes ces voix vaines et confuses qui, la veille encore, vous harcelaient. Vous sentez le bon sens couler comme un baume dans tout votre être. Votre indifférence ne connaît plus de frontières. Vous êtes sacré par un raisonnement qui vous rend supérieur à toutes les hontes. Vous êtes devenu un homme de l'humanité.